William et Catherine ont donc officiellement quitté Windsor et la raison de leur départ est sans doute l'une des plus troublantes que j'ai vues depuis longtemps, non pas parce qu'elle est scandaleuse, comme le sont généralement les histoires royales. Pas de querelle, pas de fuite d'email, pas d'incident gênant sur un balcon. C'est troublant car c'est le genre de choses qui vous fait regarder votre propre maison d'un œil nouveau la nuit. L'histoire commence par une inspection structurelle de routine à Adelaide Cottage, la maison relativement modeste du domaine de Windsor, où le prince et la princesse de Galles ont emménagé précisément pour offrir à leurs enfants une enfance plus normale. Des ingénieurs effectuaient une évaluation standard des fondations de la propriété, une chose courante pour les bâtiments historiques. Et ce qu'ils ont découvert sous le cottage a tout changé en une quinzaine de minutes. Sous cette maison paisible et charmante se cache un réseau de passages souterrains antérieurs de plusieurs siècles à la structure actuelle, certains remontant même à la guerre civile anglaise. Et ces tunnels avaient été complètement oubliés, non seulement par la famille, mais aussi par tous les documents officiels, toutes les inspections de sécurité, toutes les études menées sur la propriété au fil des décennies. Et c'est là que l'histoire devient étrange, car ce ne sont pas seulement les tunnels eux-mêmes qui ont déclenché l'alarme. C'est ce qu'ils contenaient. Avant d'entrer dans les détails, si vous êtes nouveau ici, nous sommes Crown Watch et nous décryptons les histoires royales telles qu'elles se sont réellement déroulées et non telles que les gros titres veulent vous les faire croire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune mise à jour au fur et à mesure que la situation évolue. Voici donc la chronologie des événements. Il est environ minuit et quart un mardi de fin novembre. William et Catherine étaient couchés depuis environ 3 heures. Les enfants, George, Charlotte et Louis, dormaient tous. Les capteurs infrarouges intégrés au mur d'Adelaide Cottage ont détecté des mouvements là où il n'aurait absolument pas dû y en avoir. William s'est réveillé le premier, ce qui correspond à son passé militaire. Des années d'entraînement l'avaient conditionné à réagir au moindre bruit et la légère variation de pression atmosphérique lorsque les agents de sécurité ont commencé à circuler dans les couloirs inférieurs a suffi à le tirer du sommeil. Catherine s'est réveillée presque aussitôt après, comme le font les mères dans ces situations. Aucun des deux ne parla. Des années passées, sous les projecteurs, leur avait appris qu'en cas de crise potentielle, l'écoute est bien plus instructive que les questions. On frappa doucement, mais avec insistance à la porte de leur chambre. Un coup qui exprime l'urgence sans pour autant semer la panique. William traversa la pièce en 4 enjambées et ouvrit la porte. Marcus Headley, leur chef de la protection rapprochée, se tenait dans le couloir faiblement éclairé, son expression en disait long avant même qu'un mot ne soit nécessaire. Derrière lui, 3 autres agents occupaient des positions qui indiquaient clairement qu'il ne s'agissait ni d'un exercice, ni d'une fausse alerte, ni de quelque chose que l'on allait balayer d'un revers de main en se contentant de rassurer les occupants et de les renvoyer dormir. Headley leur annonça que les ingénieurs en structure chargés de l'inspection avaient fait une découverte qui avait transformé une simple évaluation prévue un mardi soir en un protocole d'évacuation d'urgence. Sous le chalet, dans des espaces qui n'avaient jamais été explorés ni même cartographiés de mémoire d'homme, on avait trouvé des traces d'une activité humaine récente et répétée. Et je ne parle pas d'un simple passage il y a 50 ans. Je veux dire des outils sans la moindre trace de rouille et des empreintes de pas dans la poussière encore fraîche des bouteilles d'eau vides, avec des dettes d'achat du mois précédent, une chaise pliante étonnamment propre, une couverture de survie et surtout des photographies des clichés de surveillance récents montrant la famille Wales dans son quotidien. Prises sous des angles qui laissaient supposer que le photographe connaissait parfaitement leurs habitudes, leurs déplacements, leurs comportements. Quelqu'un s'était glissé sous la maison pendant que la famille dormait, et ce à plusieurs reprises. Il s'agissait d'une opération soutenue,
Catherine se dirigeait déjà vers les chambres des enfants avant même que Headley n'ait terminé son exposé. C'est ce détail qui me marque le plus. Elle n'a pas attendu toutes les explications. Elle n'a pas demandé de précision. Dès qu'elle a compris que la sécurité de ses enfants était en jeu, elle est passée à l'action. Il fallait réveiller doucement George, Charlotte et Louis, les habiller rapidement et les mettre en sécurité pendant que les enquêteurs évaluaient l'ampleur de ce qui se passait sous leur maison. Et Catherine, qui a passé des années à cultiver cette image de sérénité et de maîtrise, a laissé transparaître dans ce couloir la farouche instinct protecteur qui guide chacune de ses décisions de mère. William, debout dans le couloir, la regardait passer d'un lit à l'autre. Sa voix, un murmure rassurant, expliquait à ses 3 enfants perplexes qu'ils allaient vivre une aventure inattendue en pleine nuit. George, à 11 ans, commençait déjà à comprendre que la vie royale comportait des complications que les autres familles n'ont jamais à affronter. Charlotte, vive et observatrice à 9 ans, posa la question qui balaya toutes les explications soigneusement élaborées. « Maman, sommes-nous en sécurité ici ?» Et la pause de Catherine, même si elle ne dura qu'une fraction de seconde, fut suffisamment longue pour que William voie le poids de la responsabilité peser plus lourdement sur ses épaules. L'évacuation elle-même se déroula avec l'efficacité rodée d'une équipe de sécurité qui s'entraîne sans cesse à des scénarios qu'elle espère ne jamais voir se produire. Louis, encore ensommeillé à 6 heures, fut porté par William en bas de l'escalier. Catherine guidait les aînés, une main sur chaque épaule. Le personnel avait déjà préparé les affaires essentielles selon des listes mises à jour trimestriellement et rangées en lieu sûr dans toute la propriété, ce qui en dit long sur le niveau de préparation nécessaire à la protection de cette famille. 3 véhicules attendaient dans l'allée moteur tournant, leurs itinéraires déjà planifiés et communiqués au réseau de sécurité. Alors qu'ils franchissaient le seuil dans le froid de novembre, Catherine se retourna une dernière fois vers la maison où ils avaient bâti quelque chose de précieux. Adelaide Cottage avait été un choix délibéré. Ils s'y étaient installés précisément pour offrir aux enfants des jardins à explorer des pièces qui leur appartenaient plutôt que des pièces de musée. Une enfance qui privilégiait l'espace et la liberté à la sécurité quasi-forteresse du palais de Kensington. À présent, elle se dressait derrière eux dans l'obscurité, ses fenêtres chaleureuses et ses recoins familiers transformés en un lieu incertain. La main de William trouva la sienne. Le cortège s'éloigna à minuit 43 précise, laissant derrière lui une propriété qui se transformait déjà en scène de crime, en site archéologique et en un véritable cauchemar sécuritaire qui exigerait des explications au roi, au gouvernement et finalement sous une forme soigneusement orchestrée au public. À l'aube du lendemain matin, des tentes médico-légales blanches avaient poussé comme des champignons sur le domaine d'Adelaide Cottage, chacune marquant un point d'entrée du réseau souterrain. L'inspectrice principale, Sarah Wainwright, avait été tirée de son lit à minuit et demi, appelée sur les lieux pour son expertise en matière de crime contre les propriétés historiques et son habilitation de sécurité lui permettant de travailler dans le cadre particulier des enquêtes royales. Ce qu'elle découvrit sous les pelouses impeccablement entretenues de Windsor bouleversa toutes les idées reçues concernant la sécurité de la plus célèbre résidence royale britannique. Le ruisseau de Tunnels Principal s'étendait bien au-delà de ce que les premières études laissaient supposer. Grâce à un radar à pénétration de sol et à l'imagerie thermique, l'équipe de Wainwright a tracé des passages reliant Adelaide Cottage non seulement au château de Windsor lui-même, mais aussi aux 4 autres propriétés du domaine, dont Frogmore Cottage et Royal Lodge. Les implications sont véritablement stupéfiantes lorsqu'on y réfléchit. Pendant des années, voire des décennies, un réseau de points d'accès a existé, contournant toutes les mesures de sécurité modernes, tous les points de contrôle, tous les systèmes minutieusement calibrés pour protéger la famille royale des menaces qui évoluent au fil des décennies.
et personne n'en soupçonnait l'existence. Mais les tunnels eux-mêmes, bien que préoccupants, étaient des éléments historiques dont la sécurisation était envisageable une fois leur étendue entièrement cartographiée. Ce qui a transformé ce problème d'infrastructure en une véritable crise de sécurité, c'est la preuve d'accès récent et répété à une pièce située directement sous l'emplacement de la chambre du prince Louis 6 mètres plus haut. Les enquêteurs ont découvert que les photographies du petit campement n'étaient pas des images historiques anciennes, mais des photos de surveillance récentes montrant la famille Wales dans son quotidien. Les photographies laissaient penser que quelqu'un avait surveillé leurs habitudes avec une minutie troublante. Les heures de dépose des enfants à l'école, les joggings matinaux de Catherine dans le domaine, les moments où la présence de la sécurité était réduite en raison des changements d'équipe. Il ne s'agissait pas d'une observation fortuite, mais d'une démarche méthodique. William recevait des mises à jour toutes les heures durant cette première journée. Chaque compte rendu ajoutait de nouvelles dimensions à un tableau de plus en plus inquiétant. Lui et Catherine avaient emmené les enfants dans un lieu sécurisé du palais de Kensington, et l'ironie de la situation ne leur échappait pas. Ils avaient déménagé à Windsor précisément pour offrir à leurs enfants plus de liberté, plus d'espace, plus de cette enfance normale à laquelle ils étaient si attachés. À présent, ils étaient assis dans l'appartement qui avait été leur résidence principale, expliquant à trois pères Dieu interrogateurs pourquoi ils ne pouvaient pas encore rentrer chez eux. L'enquête progressait avec la rapidité qu'exigent les impératifs de sécurité royale, mais aussi avec la prudence qu'impose l'importance historique des faits. Chaque objet trouvé dans les tunnels devait être documenté, photographié et analysé, non seulement pour ses implications en matière de sécurité, mais aussi pour sa valeur historique potentielle. Le docteur Helena Ashworth du Royal Collection Trust s'y retrouva à travailler aux côtés de spécialistes de la lutte antiterroriste. Son expertise en matière d'architecture des époques Tudor et Stuart s'est soudainement révélée cruciale pour comprendre comment ces passages étaient restés cachés des relevés modernes. Les fouilles de sécurité ont duré si longtemps. En milieu d'après-midi, une image partielle s'est dessinée. Le réseau de tunnels était bien plus ancien qu'Adelaide Cottage, elle-même remontant au moins au XVIIe siècle, voire plus tôt. Certains passages portaient des traces d'utilisation pendant la Première Guerre mondiale, lorsque le château de Windsor avait été fortifié contre une éventuelle invasion allemande et que les jeunes princesses Elizabeth et Margaret s'y étaient réfugiées durant le Blitz. Mais au fil des décennies, la connaissance de l'étendue exacte de ces tunnels s'était perdue. Elle subsistait peut-être dans des documents fragmentaires mal classés, ignorés ou tout simplement oubliés dans les vastes archives des propriétés royales. La question qui hantait chaque enquêteur, chaque agent de sécurité, chaque fonctionnaire informé durant cette longue journée était la même que celle que Catherine avait posée dans l'obscurité du couloir d'Adelaide Cottage. Qui avait redécouvert ces tunnels et quelles étaient leurs intentions en obtenant un accès aussi intime à la famille du futur roi? Le roi Charles fut informé à Clarence House et sa réaction, bien que soigneusement contenue devant son personnel, fut exprimée avec une clarté limpide lors de l'appel téléphonique qu'il passa à William peu après. Le roi avait vécu des décennies d'alertes sécuritaires d'intrus dans les chambres de colis suspects, de menaces crédibles exigeant une vigilance constante. Mais celle-ci était différente, plus insidieuse, car elle révélait une défaillance du système même qui n'assurait pas la sécurité absolue que tous croyaient inébranlable. Le soir venu, l'enquête s'étendit au MI5, dont l'expertise en contre-espionnage et en évaluation des menaces offrit des ressources supérieures à celles que même l'équipe de protection royale la plus sophistiquée pouvait mobiliser. Les agents
entamèrent alors le travail minutieux d'examen des enregistrements de vidéosurveillance des 6 derniers mois à la recherche de schémas récurrents de visages apparaissant trop fréquemment de véhicules stationnant trop longtemps dans des zones offrant une vue sur Adelaide Cottage. L'unité de police scientifique numérique commença à analyser les photographies trouvées sous terre, extrayant les métadonnées, identifiant le matériel photographique utilisé et dressant le profil d'une personne ayant investi temps et ressources considérables dans la surveillance de la famille Wales. Catherine passa la journée à essayer de maintenir une certaine normalité pour les enfants, mais les questions de George étaient devenues de plus en plus insistantes au fil de la journée. Il en savait suffisamment sur les protocoles de sécurité pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une évacuation de routine ni d'un simple problème de maintenance qui se résoudrait par quelques réparations et un retour à la maison avant la fin de la semaine. William trouva son fils aîné debout à une fenêtre donnant sur Kensington Gardens, les épaules raides, dans une posture qui lui rappelait douloureusement ses propres débuts lorsqu'il apprenait déjà qu'être royal signifiait vivre avec des menaces que les autres enfants n'avaient jamais à affronter. La conversation entre le père et le fils fut brève mais sincère, mesurée, pour dire la vérité sans susciter la peur, pour reconnaître la réalité sans accabler un enfant qui cherchait encore sa place dans une vie qu'il n'avait pas choisie. William s'était promis des années auparavant de ne pas reproduire la distance émotionnelle qu'il avait lui-même connue, que ses enfants sauraient pouvoir venir le voir pour lui poser des questions, lui faire part de leurs craintes et lui exposer les difficultés complexes liées à une éducation sous le feu des projecteurs. Or, cet engagement était mis à l'épreuve par des circonstances exigeant un équilibre délicat entre transparence et protection. Alors que la nuit tombait sur Londres, l'enquête à Windsor se poursuivait sous un éclairage portatif qui projetait d'étranges ombres sur le domaine autrefois paisible. Les travaux se poursuivirent toute la nuit et les jours suivants. Chaque heure révélait de nouvelles complications, de nouvelles questions, de nouvelles raisons pour lesquelles le retour chez eux n'était pas une décision à prendre à la légère. Le briefing du 3e jour apporta des révélations qui firent basculer l'enquête initialement axée sur la sécurité vers des questions de complot historique et d'obsession moderne. Parmi les objets récupérés dans les tunnels figuraient des documents soigneusement conservés dans des conteneurs étanches, suggérant que la personne ayant accédé à ces espaces menait des recherches bien plus poussées qu'une simple surveillance. Des cartes datant de différentes époques étaient annotées et assorties de théories témoignant d'une quête mêlant histoire et fantasmes dangereux. Le professeur James Harrington, historien spécialiste des propriétés royales et de leur architecture secrète, fut appelé à examiner les documents et à les contextualiser. Ce qu'il découvrit le perturba d'une manière rarement atteinte par les études universitaires. Les cartes et les notes laissaient supposer que quelqu'un était devenu obsédé par l'idée de trésors cachés, prétendument dissimulés par des membres de la royauté lors de périodes de troubles politiques. Les références à la guerre civile anglaise apparaissaient fréquemment accompagnées de spéculations sur des bijoux et de l'or, qui auraient pu être cachés dans des tunnels sous Windsor pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains du Parlement. Il ne s'agissait pas d'une recherche universitaire. C'était l'œuvre d'une personne dont l'intérêt pour l'histoire avait viré à l'obsession, quelqu'un prêt à transgresser toutes les limites de la loi et de la sécurité pour poursuivre des théories qui n'existaient que dans les recoins les plus obscurs des forums Internet et des ouvrages conspirationnistes. William était assis en face de l'inspectrice principale Wainwright qui lui expliquait le profil qui se dessinait. L'intrus, Keyard s'était désormais, ainsi qu'il était clairement désigné, semblait posséder une connaissance approfondie des textes historiques, avoir accès aux ressources nécessaires pour se procurer un radar à pénétration de sol, et la patience requise
pour mener des opérations de surveillance et d'exploration souterraine pendant une longue période. Mais le plus troublant étaient sans doute les éléments qui suggéraient que ces agissements duraient depuis bien plus longtemps que les quelques mois indiqués par les dates sur les bouteilles d'eau et le matériel. Plus profondément dans le réseau de tunnels, dans des galeries où il fallait ramper pour se faufiler, les enquêteurs découvrirent d'anciens campements et des objets datant de près de 2 ans. Des carnets remplis d'observations écrites d'une main crispée, de plus en plus difficiles à déchiffrer, comme si l'auteur sombrait dans un état mental correspondant à sa descente physique sous terre sous Windsor. À chaque nouveau briefing, Catherine réagissait avec la fureur contenue d'une mère dont l'instinct primaire de protéger ses enfants avait été bafoué de la manière la plus intrusive qui soit. Elle avait accepté la perte d'intimité inhérente à son rôle, les caméras qui la suivaient à la trace lors de chacune de ses apparitions publiques, les commentaires sur tous de ses choix vestimentaires à ses décisions parentales. Mais cette situation était fondamentalement différente. Il s'agissait de quelqu'un qui se trouvait sous leur maison pendant que ses enfants dormaient au-dessus, quelqu'un qui avait observé, attendu et planifié quelque chose qui restait flou, mais dont l'exécution patiente semblait malveillante. La décision de savoir quand, voire même s'il pourrait retourner à Adelaide Cottage, impliquait désormais des considérations qui allaient bien au-delà de la simple sécurisation des entrées du tunnel. Chaque pièce devrait être inspectée minutieusement à la recherche de matériel de surveillance. L'ensemble de la propriété nécessitait un renforcement de la sécurité qui transformerait leur demeure en une véritable forteresse. Et ce qui avait fait le charme d'Adelaide Cottage, sa relative modestie et son accessibilité au sein du domaine de Windsor, était devenu son talon d'Achille à une époque où les menaces pouvaient venir aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Le roi Charles convoqua une réunion au palais de Buckingham, rassemblant les responsables de la sécurité, des représentants du gouvernement et des membres éminents de la maison royale. La conversation fut d'une franchise rare lors des réunions royales, car il était clair que cet incident avait mis en lumière des vulnérabilités bien au-delà d'une simple propriété. Si les tunnels sous Windsor avaient été oubliés et exploités, quels autres éléments historiques des propriétés royales pourraient présenter des risques similaires? La tour de Londres, avec ses fondations médiévales, le palais de Hampton Court et ses secrets de l'époque Tudor, voire le palais de Buckingham lui-même, construit et reconstruit au fil des siècles, intégrant des structures et des passages qui pourraient ne figurer dans aucun inventaire moderne. La discussion s'est orientée vers la question de la transparence, un sujet qui complique toujours les questions de sécurité royale. La presse avait déjà remarqué que la famille Wales n'avait pas été vue à Adelaide Cottage depuis plusieurs jours, que leurs habitudes étaient perturbées et qu'il se passait quelque chose d'inhabituel à Windsor. La gestion du récit exigerait une réflexion approfondie sur la part de vérité à révéler sans compromettre l'enquête en cours, ni donner le feu vert à d'autres qui pourraient être inspirés par cette intrusion. Ce soir-là, William et Catherine étaient assis ensemble au palais de Kensington. Les enfants enfin endormis après une journée passée à tenter de maintenir le rythme scolaire et les activités habituelles dans des circonstances pour le moins exceptionnelles, s'étaient efforcés de maintenir une routine scolaire et des activités normales. Leur conversation aborda des questions qu'ils avaient jusqu'alors évitées. Leur désir d'offrir à leurs enfants une éducation plus ancrée dans la réalité les avait-il exposés involontairement à des risques qu'une sécurité renforcée dans des résidences royales plus traditionnelles aurait permis d'éviter? Aucun reproche ne fut formulé, seulement la reconnaissance partagée que chaque décision concernant l'éducation de leurs enfants impliquait des compromis parfois douloureux. L'enquête avait déjà permis d'identifier un suspect, mais celui-ci n'avait pas encore été localisé. L'analyse des images de vidéosurveillance a révélé les allées et venues
d'un homme seul âgé d'une quarantaine d'années environ, aperçu suffisamment fréquemment aux alentours d'Adelaide Cottage pour justifier une enquête plus approfondie. Son véhicule a été localisé dans une propriété à 5 km de Windsor, mais lorsque les policiers sont arrivés pour l'interroger, ils ont trouvé un chalet loué abandonné à la hâte. Des éléments laissaient de penser qu'il avait appris que son accès souterrain avait été découvert et qu'il devait disparaître au plus vite. La chasse à l'homme qui s'ensuivit mobilisa des ressources généralement réservées aux opérations antiterroristes. Cet individu avait démontré une connaissance approfondie des propriétés royales, un accès à du matériel de surveillance et une volonté de consacrer des années à la poursuite de l'objectif qui l'avait conduit dans ces tunnels. Que cet objectif fût le vol, le mal ou toute autre chose, cela restait flou, mais cette incertitude était suffisamment menaçante pour exiger toute l'attention des forces de l'ordre et des services de renseignement. L'identification de cet individu ne provenait ni des preuves médico-légales, ni des images de surveillance, mais d'une source illustrant à quel point Internet a transformé le paysage de l'obsession royale. Un modérateur d'un forum en ligne consacré à l'histoire de la famille royale a signalé une série de messages de plus en plus inquiétants au cours des 18 derniers mois. L'utilisateur publiant sous le pseudonyme de Windsor Truth Seeker partage des théories détaillées sur des trésors cachés sous les propriétés royales, accompagnées de cartes présentant des similitudes frappantes avec les documents annotés trouvés dans les tunnels sous Adelaide Cottage. La Dre Miranda Forrester, psychologue spécialisée dans les comportements obsessionnels et les relations parasociales avec les personnalités publiques, a été chargée d'analyser son empreinte numérique. Ce qu'elle a découvert a révélé l'identité d'une personne dont l'intérêt pour l'histoire royale avait dégénéré en quelque chose de bien plus inquiétant. Les publications montraient une progression d'une simple curiosité académique à des théories du complot, puis à un ressentiment personnel. L'auteur a fini par exprimer la conviction d'avoir été choisi pour dévoiler des vérités que la famille royale dissimulait délibérément au public britannique. Son langage suggérait qu'il avait construit un récit entier où il était le protagoniste d'un drame historique, justifiant ses intrusions par la présence d'une cause supérieure. Son identité a été révélée grâce à une enquête numérique minutieuse. Il s'agissait de Malcolm Hendricks, 47 ans, ancien conservateur de musée dans une petite société historique du Kent, licencié 3 ans auparavant pour un comportement que ses collègues qualifiaient de plus en plus erratique et obsessionnel. Après son licenciement, Hendricks se consacra apparemment à plein temps à la recherche sur les propriétés royales, mettant à profit son expertise encore considérable en architecture historique et ses connaissances en archivistique pour poursuivre des théories qui n'existaient que dans son esprit de plus en plus isolé. Ce qui rendait Hendricks particulièrement dangereux était l'alliance d'une véritable expertise et d'un jugement défaillant. Il savait lire les documents historiques, interpréter les plans architecturaux et mener des recherches en archives sans attirer l'attention. Mais dans sa quête solitaire, il avait basculé de l'érudition au délire, se persuadant que la famille Wales l'empêchait d'accéder à des découvertes historiques qui feraient sa renommée et prouveraient que son renvoi du musée était une persécution injuste. Les journaux retrouvés dans les profondeurs du réseau de tunnels, une fois transcrits et analysés, révélèrent un esprit qui passait de plus en plus de temps sous terre, parfois pendant 8 ou 10 heures d'affilée. Hendricks avait écrit qu'il se sentait plus à l'aise dans les tunnels qu'à la surface, que l'obscurité et le silence lui permettaient de penser clairement et qu'il se sentait très proche de l'histoire qu'il mettait au jour. Les écrits concernant la famille Wales, d'abord de simples observations, prirent une tournure plus personnelle. Hendricks semblait tisser des liens parasociaux avec des membres de sa famille
qu'il n'avait jusqu'alors observé que de loin ou à travers l'objectif de son appareil photo. William bénéficia d'une évaluation psychologique avec le constat alarmant qu'il s'agissait d'une menace qui ne pouvait être résolue par un simple renforcement de la sécurité physique. Hendricks restait en fuite, sa localisation demeurant inconnue malgré une alerte nationale diffusée aux forces de l'ordre. Le profil établi laissait penser qu'il ne renoncerait probablement pas à son obsession simplement parce que son accès au tunnel avait été découvert. Quelqu'un qui avait consacré des années à poursuivre ses théories, qui avait transgressé toutes les limites de la loi et de la vie privée, qui avait bâti toute son identité autour de ses explorations souterraines, n'allait pas simplement disparaître et reprendre une vie normale. Catherine se retrouva confrontée aux questions de George, auxquelles elle peinait à répondre honnêtement, tout en préservant son sentiment de sécurité. Son fils aîné avait surpris suffisamment de bribes de conversations d'adultes pour comprendre que quelqu'un observait leur famille, que cette personne s'était introduite sous leur maison et qu'elle restait introuvable. La conversation qu'elle eut finalement avec George fut l'une des plus difficiles de ses années de mère, car elle devait trouver un équilibre entre la nécessité de reconnaître le danger réel et celle tout aussi importante d'empêcher la peur de dominer son enfance. Les travaux de renforcement de la sécurité à Adelaide Cottage se déroulèrent comme il choisit, avec une efficacité telle que la propriété se transforma semaine après semaine. Les entrées des tunnels ne furent pas simplement scellées, mais équipées de capteurs capables de détecter toute tentative d'accès. Le terrain fut doté de caméras de surveillance supplémentaires, de systèmes de reconnaissance faciale et d'équipements de surveillance qui rendraient les futures intrusions beaucoup plus difficiles. Mais chaque amélioration aussi nécessaire fut-elle éloignait un peu plus la famille de la relative normalité qui avait fait le charme d'Adelaide Cottage. Parallèlement, l'enquête s'est étendue pour déterminer si Hendricks agissait seul ou s'il faisait partie d'un réseau plus vaste de personnes obsédées par la famille royale, partageant des informations et peut-être même coordonnant leurs actions. Les forums en ligne où il était actif ont révélé une sous-culture que la plupart des gens ignorent. Un monde souterrain numérique où prolifèrent les théories du complot sur la famille royale et où des individus s'encouragent mutuellement à transgresser les limites de plus en plus strictes à la recherche d'une vérité qui n'existe que dans leurs illusions partagées. Le traumatisme psychologique subi par la famille Wales s'est manifesté de manière à la fois évidente et subtile. Louis faisait des cauchemars de monstres dans la terre, son esprit de Sixth Sense assimilant les perturbations à travers des peurs qui nécessitaient d'être rassurées avec patience nuit après nuit. Charlotte devint hyper-vigilante, vérifiant et revérifiant les mesures de sécurité avec une méticulosité qui brisait le cœur de Catherine. George se retira dans une observation silencieuse, scrutant les visages de ses parents à la recherche de signes d'inquiétude qu'il tentait vainement de dissimuler. À la 3e semaine, une sombre réalité s'était imposée à la famille. Même si Hendricks était appréhendé, même si les tunnels étaient entièrement sécurisés, même si toutes les mesures de sécurité possibles étaient mises en œuvre, Adelaide Cottage était passé à leurs yeux du statut de foyer à celui de lieu où quelqu'un avait violé leur sentiment de sécurité le plus élémentaire. Le cottage lui-même n'avait rien fait de mal. Les murs et les pièces restaient aussi charmants et confortables qu'avant cette alarme de minuit, mais la conscience de ce qui s'était passé en dessous de la surveillance, de l'attente et des préparatifs qui s'étaient déroulés pendant leur sommeil insouciant avait empoisonné quelque chose d'essentiel dans ce lieu. William et Catherine ont commencé à discuter d'alternatives, des discussions qui ressemblaient à des aveux de défaite, mais que tous deux reconnaissaient comme nécessaires, peut-être une autre propriété sur le domaine de Windsor, une propriété sans le lourd bagage historique des tunnels oubliés et des violations obsessionnelles d'autrui.
Peut-être un retour à plein temps au palais de Kensington en acceptant le compromis d'une moindre intimité et d'un espace réduit en échange de la sécurité renforcée qu'offrait une propriété occupée et surveillée en permanence depuis des générations. Peut-être quelque chose de totalement différent, une solution qui ne s'était pas encore révélée, mais qui pourrait leur permettre de reconstruire le sentiment d'appartenance que Hendrix leur avait volé. La décision, lorsqu'elle est finalement tombée, a été présentée non pas comme une défaite, mais comme un choix stratégique fondé sur des évaluations de sécurité approfondies. Mais William et Catherine comprenaient tous deux la vérité qui se cachait derrière le discours officiel. Ils étaient contraints de quitter leur demeure, non pas sous la menace directe ou en raison d'un danger immédiat, mais à cause de la certitude insoutenable que leur refuge avait été compromis de manière irréversible. Le matin de leur départ officiel d'Adelaide Cottage, une pluie grise de novembre s'abattit comme une pluie faite pour accompagner les atmosphères pesantes. L'annonce serait faite à la presse plus tard dans la journée, soigneusement formulée pour distiller suffisamment de vérité afin de satisfaire la curiosité tout en omettant les détails susceptibles de compromettre les enquêtes de sécurité en cours ou d'inspirer d'autres personnes aux obsessions similaires. La famille Wales déménageait sa résidence principale pour permettre d'importants travaux de modernisation des infrastructures et de la sécurité d'Adelaide Cottage, un processus qui devrait durer au minimum plusieurs mois, voire plus, selon l'ampleur des travaux nécessaires. Les enfants avaient été préparés les jours précédents par des conversations adaptées à leur âge, alliant honnêteté et réconfort. George était celui qui comprenait le mieux, posant des questions sur l'enquête qui révélaient sa compréhension naissante de la réalité complexe de leur vie. Charlotte s'était adaptée plus rapidement au déménagement. Sa résilience et sa capacité d'adaptation témoignaient déjà d'une force de caractère qui lui serait précieuse dans les années à venir. Louis, encore assez jeune pour accepter le changement avec une relative facilité, si ses parents restaient des figures rassurantes, demandait déjà quels jouets les emmèneraient dans leur nouvelle maison et s'il y aurait un jardin à explorer. Catherine traversa une dernière fois Adelaide Cottage seule, à l'exception du service de sécurité toujours présent qui maintenait une distance respectueuse. Chaque pièce était chargée de souvenirs accumulés au fil des années. La cuisine, où elle avait tenté de réaliser des gâteaux d'anniversaire élaborés et des dîners plus simples en semaine, trouvant du réconfort dans les routines domestiques qui la liaient à toutes les mères. Le salon où les soirées cinéma en famille étaient devenues des traditions précieuses. Les chambres où ses enfants avaient grandi, passant de bébés à de jeunes adultes, aux personnalités affirmées et à l'autonomie naissante. L'agression qui les avait forcés à partir n'avait pas effacé ces souvenirs, mais les avait teintés d'une connaissance qu'elle ne pouvait plus ignorer. Lors de sa dernière visite, William s'efforçait de recenser non seulement les attachements émotionnels, mais aussi la réalité pratique. Les améliorations de sécurité qui allaient être mises en œuvre étaient complètes et nécessaires, mais elles allaient aussi fondamentalement modifier le caractère de la propriété. Adelaide Cottage serait plus sûre, mais ressemblerait aussi davantage à n'importe quelle autre résidence royale enveloppée de technologie et de protocoles qui garantissaient la sécurité au détriment du confort décontracté auquel ils étaient si attachés. La question de savoir s'ils souhaiteraient vraiment y revenir un jour même, après des mois de reconstruction et de renforcement de la sécurité, restait en suspens et n'avait jamais été pleinement résolue par lui ni par Catherine. Le déménagement lui-même a été mené avec une précision militaire, le personnel et les agents de sécurité se coordonnant pour transporter les affaires de la famille vers leur nouveau logement en perturbant le moins possible les habitudes des enfants. Hills retourna au palais de Kensington, au moins temporairement, le temps de prendre des décisions
plus approfondies concernant leur logement plutôt que de se précipiter. L'appartement leur était familier, ayant servi de pied-à-terre londonien pendant leurs années à Adelaide Cottage, mais il allait désormais devenir leur résidence principale. Un changement qui exigeait des ajustements pratiques et un rééquilibrage émotionnel. Le curé, Charles, leur rendit visite le 3e soir de leur retour à Kensington lors d'un dîner privé qui permit d'évoquer la famille, la sécurité et le poids de la difficulté à préserver une certaine normalité sous le poids constant de l'attention publique et des menaces potentielles. Le roi parlait en connaissance de cause, ayant lui-même géré des décennies de problèmes de sécurité et adapté sa vie à maintes reprises pour accepter le fait qu'être membre de la famille royale impliquait des restrictions que la plupart des gens jugeraient intolérables. Mais il a également reconnu que chaque génération était confrontée à ses propres défis et que ce à quoi Guillaume et Catherine étaient confrontés représentait une évolution moderne d'anciennes menaces. L'enquête concernant Malcolm Hendricks s'est poursuivie avec intensité, mais les progrès sont malheureusement limités. Malgré l'alerte nationale et les appels à témoins. Il semble avoir disparu avec la minutie de quelqu'un qui avait anticipé la possibilité d'être retrouvé. Son cottage loué avait fait l'objet d'une expertise médico-légale révélant des recherches approfondies sur les propriétés royales hors de Windsor, notamment des cartes détaillées de Sandringham et de Balmoral, laissant supposer qu'il envisageait d'étendre ses explorations clandestines à d'autres domaines royaux. L'évaluation psychologique avait été mise à jour, reflétant l'inquiétude croissante que l'isolement et l'obsession d'Hendricks puissent le conduire à passer de la simple surveillance à des actions plus directes et dangereuses. L'impact sur les enfants s'est révélé progressivement au cours des semaines qui ont suivi leur départ. George est devenu plus sérieux, posant des questions sur les protocoles de sécurité avec une intensité qui laissait penser qu'il commençait à comprendre que son avenir serait marqué par une vigilance constante et une liberté restreinte. Charlotte souffrait d'anxiété et répugnait à dormir seule, nécessitant la présence de Catherine jusqu'à ce qu'elle s'endorme chaque soir. Louis semblait s'adapter le plus facilement, son jeune esprit étant capable d'accepter cette nouvelle normalité sans s'attarder sur les raisons qui la sous-tendaient, même s'il demandait parfois quand il retournerait à leur vraie maison, une question à laquelle aucun des deux parents ne pouvait répondre avec certitude. Catherine se retrouvait à pleurer non seulement la perte de leur maison, mais aussi la perte d'une vision de la manière dont ils élèveraient leurs enfants. Adelaide Cottage avait été un choix délibéré de privilégier la vie de famille au confort royal, d'offrir à George, Charlotte et Louis autant d'espace et de liberté que leur situation le leur permettait. Ce choix se révélait désormais peut-être naïf, une tentative bien intentionnée de normaliser des vies fondamentalement anormales et qui le seraient toujours. La culpabilité qu'elle ressentait était irrationnelle mais persistante. La question lancinantait de savoir si son désir d'offrir à ses enfants une certaine enfance les avait involontairement exposés à des risques qui auraient pu être évités grâce à des conditions de vie royales plus traditionnelles, la Taraudite. William était en proie à une culpabilité similaire exacerbée par la conscience que sa position de futur roi faisait de sa famille la cible perpétuelle d'obsessions de griefs et de menaces à la fois crédibles et fantasmées. Il s'était efforcé de construire une vie qui concilie devoir et paternité, service public et joie privée, poids de l'histoire et légèreté propre à l'enfance. L'incident d'Adelaide Cottage sonna comme un jugement porté sur ses efforts, un rappel que le marché auquel il était né ne lui offrait aucune véritable échappatoire à la surveillance et au danger. Fin décembre, un nouvel équilibre fragile s'était instauré au palais de Kensington. Les enfants prenaient leur marque dans des routines adaptées.
Leurs écoles étaient informées des dernières mesures de sécurité, mais pour le reste, leur scolarité se poursuivait dans le but d'assurer une régularité aussi complète que possible. William et Catherine avaient repris leurs fonctions publiques, leur visage affichant la sérénité acquise au fil des années de formation royale, tandis qu'en privé, ils continuaient de travailler à la prise de décision concernant leur situation de vie à long terme. Adelaide Cottage restait vide sur le domaine de Windsor en pleine rénovation. Officiellement, il s'agissait de travaux d'infrastructure, mais tous savaient qu'il s'agissait en réalité de tenter de restaurer un sentiment de sécurité dans un lieu irrémédiablement compromis. La question de savoir s'ils y retourneraient un jour planait entre eux sans réponse et n'était abordée que de manière très indirecte. On pourrait sécuriser le cottage cellar, les tunnels, mettre en œuvre toutes les mesures techniques possibles, mais la barrière psychologique, la connaissance de ce qui s'y était passé, de qui les observait et les attendait sous leur plancher de la profondeur de la profanation de leur sanctuaire, pourrait s'avérer insurmontable. Certaines blessures au sentiment d'appartenance et de sécurité ne guérissent pas simplement avec le temps et les réparations matérielles. La veille de Noël, les enfants endormis et le palais silencieux. William et Catherine se tenaient côte à côte, contemplant les jardins de Kensington et chuchotaient comme le font les parents qui savent saisir des conversations privées dans le tumulte de leur quotidien. Ils parlèrent de l'année qui s'achevait, des défis relevés et des ajustements effectués, de leurs espoirs pour les enfants et de leurs inquiétudes pour l'avenir. Aucun des deux n'exprima à voix haute ce qu'ils pensaient tous deux. Que Adelaide Cottage reste à jamais un souvenir du passé plutôt qu'un élément de leur avenir. Victimes non pas d'une menace précise, mais de la conscience lancinante que leur demeure était loin d'être sûre, alors qu'ils se croyaient protégés par la pierre, la tradition et la naïveté de croire la sécurité royale absolue. C'est ça le sentiment de sécurité. Ce n'est pas une question de mur de capteurs ou de protocole de sécurité. C'est une question de conviction. Et une fois cette croyance brisée, une fois que vous savez que quelqu'un était là dans l'obscurité, sous vos planchers, pendant que vos enfants dormaient, aucune rénovation ne pourra la reconstruire entièrement.